Bon, alors bonjour. Donc c'est une sorte de table ronde sur musique et images, mais surtout avec tous ces gens qui en fait travaillent là-dessus. Et évidemment, on va un petit peu plus parler de l'improvisation ou de situations où on est un peu dans un contexte improvisatoire ou temps réel. Ce qui d'ailleurs correspond à pas mal d'exemples qu'on a vus en plus, donc je veux dire, on est dans la lignée. Alors c'est une discussion plus ou moins, il n'y a pas de keynote, à moins que Miller, qui est quand même parmi nous, à moins que tu aies quelque chose véritablement à dire de fondamental sur la question, et je te passe le micro, mais tu n'as pas l'air très, très convaincu là. Autrement, bon, on peut lancer la discussion d'une manière un peu... Tu as quelque chose? Non, pas vraiment. Flomo? Je peux initier la discussion à partir de l'impression que je prenais un petit peu de notes regardant c'était vraiment très intéressant. Il y a beaucoup d'aspects et je pense qu'on a vu que dans tous ces projets, la musique s'est située de musique. Alors, il y a un contexte plus grand, comme la musique même, ou peut-être la musique va se vivre dans une situation. C'était quelque chose de photographique, c'était environmental, comme BD, il y a une narrative, une histoire, et ici aussi un petit peu de manière ludique, je pense, le game. Et aussi dans l'improvisation, il y a cet aspect de social, de dynamique entre les musiciens. Et je pense que, c'est peut-être Damien qui dit la médiation, le concept de médiation de quelque chose d'externel de musique à musique. Alors, je pense qu'il y a cette continuité, le spectre, entre contrôle et médiation. Alors, ce mapping n'est pas évident, c'est pas un par un. Il y a cet élément de hasard, de bruit, de quelque chose qui est génératif. Alors, et je pense qu'il y a aussi cet élément de délégation. Alors, si on donne le système génératif, le musical, une liberté de faire les décisions. Alors, à partir de ça, je voudrais proposer, peut-être en manière de penser sur ce sujet, si on va maintenant penser sur les relations entre musique et la situation, comme une manière de communication. Alors, il y a l'affordance musicale, l'affordance de nature, et il va trouver des rapports entre les deux par rapport au niveau de mapping entre l'environnement ou le contexte et musique. Et aussi, quand je pense sur ce sujet, j'ai un petit peu trouve que le concept comme paradigme ou syntagme, une métaphore et aussi un métonyme, ça m'aide à comprendre c'est quoi le rapport entre la musique ou cette manière générative, parce que cette manière générative, il a l'élément de représentation condensé, et ça veut dire la musique est liée avec quelque chose à manière vraiment métaphorique, et aussi il y a la langue, ça veut dire la séquence, et alors comme ça, je pense qu'on peut penser sur donner plus en plus motivation et intrinsic motivation ou empowerment sur le système génératif. Ça veut dire qu'il a son propre langue, il peut générer musique de quelque manière. Nous sommes comme musiciens ou l'environnement qui influence la musique et cherche vraiment un rapport entre les deux. Alors, comme ça, je voudrais proposer peut-être cette idée. Si la musique, le rôle de musique dans les situations visuelles ou environnementales ou sociales, c'est vraiment quelque chose qu'on doit penser comme empowerment. Alors, il y a ce concept d'intrinsic motivation empowerment of robots. Ça veut dire, c'est un petit peu comme Asimov a parlé, la musique vraiment existe comme une entité indépendante
Et l'environnement maintenant doit trouver le rapport entre ce modèle génératif musical avec son propre style, son propre concept, et les autres musiciens, peut-être avec les films, avec les jeux. Voilà, alors c'est une question que je propose, mais ce n'est pas nécessairement correct. Alors, je vais avoir une réponse un peu provocatrice. C'est pas forcément exactement ce que je pense, hein, mais c'est histoire de lancer le débat. Le mot empowerment est très important. En fait, c'est une prise de pouvoir. Et la question, c'est qui a le pouvoir? Et je veux dire, c'est pour ça que je vais être provocateur. Dans tout ce qu'on appelle le multimédia, la médiation, il y a un problème de prise de pouvoir. Et on est dans une époque où, reconnaissons-le, l'image a pris le pouvoir. Hein. On est dans un truc d'image. Alors, quand je dis ça, je suis déjà un vieux, hein, parce que c'est plus l'image, c'est presque les réseaux sociaux. Hein. Je veux dire, avec l'image, je suis un peu mec télé, quoi. C'est des vieux trucs, c'est des vieux. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire. Bon, mais c'est quand même de l'image. Hein. On est quand même dans le truc qui est sur un écran. Hein. Cette question du pouvoir, elle est très importante. Et là où je suis en même temps d'accord avec Shlomo, mais je voudrais aller plus loin en allant plus loin en arrière, bizarrement, c'est que je ne sais pas si le fait qu'on ait une musique générative, puisqu'on a parlé, c'est moi-même qui ai lancé le truc sur l'improvisation, donc le fait qu'on ait des espèces de modèles plus ou moins génératifs avec lui, Ableton, vous, votre truc, bon, nous tous, hein, on a nos machins. Nous employons cet horrible programme qui s'appelle MaxMSP, bon, etc. Bon, toutes ces choses qui font des mauvais... tous ces trucs, le fait qu'on fasse du génératif, je ne sais pas si c'est à ce point important, voilà, c'est là que je voulais en venir, dans l'histoire du pouvoir. C'est-à-dire que je pense que cette histoire de pouvoir est quelque chose qui est dû au fait que on ne comprend pas un certain nombre de modèles et qu'on refuse d'avoir des modèles où on raconte plusieurs histoires en même temps et dont on les raconte de manière différente. Alors là, je vais lancer mon truc. Mon truc, c'est de dire, ben voilà, moi je suis un fanatique et même un spécialiste d'opéra. Et dans l'opéra, les gens ne se rendent pas compte que dans l'opéra, il y a deux choses. Il y a une action scénique qui est une action visuelle, avec des acteurs, avec une imitation. Et puis il y a la musique. Et la musique, elle est ailleurs. Et alors, ça a été repris en partie dans la musique de film, mais seulement en partie. La musique, elle est ailleurs et elle raconte l'histoire autrement. Et donc cette idée que la musique soit ailleurs et raconte l'histoire autrement pose question. Mais elle pose question, on va en revenir à... L'opéra, ça vous emmerde, hein, on va revenir à ce que nous, on fait. Alors, elle pose question aujourd'hui parce que la manière dont elle pose question, c'est que, et j'en finis avec l'opéra là, c'est qu'à l'opéra, c'est très simple, la musique a pris le pouvoir. Hein. Rigoletto, c'est de Verdi, c'est pas de Victor Hugo. Hein. Il y a beau y avoir une pièce de Victor Hugo sur scène, c'est de Verdi. Hein. On parle de Verdi, on parle pas de Piave, qui a fait un livret pas mal, et puis de Victor Hugo, qui a fait une pièce pas mal, d'où est sorti le truc. Hein. Donc, il y a eu un truc de pouvoir. On en revient à l'empowerment. Donc la question, elle est, comment est-ce qu'on gère, le truc de pouvoir, qui est aussi un truc social, qui est aussi un truc d'organisation, qui est aussi... Tu le dis, hein, c'est le vidéaste qui est le chef, hein, tu nous l'as dit. Hein, je veux dire, j'ai adoré que tu dises ça, tu vois, tu dis, voilà, boum. Hein, hein. Et puis comment est-ce qu'on gère le fait qu'on arrive à raconter quelque chose d'autre avec la musique que la vidéo qu'il y a, et qu'on essaie de créer un monde où, à partir du moment où on raconte plusieurs choses, peut-être quelqu'un va prendre le pouvoir. Excusez-moi, j'étais un peu long. Mais il y a peut-être des interventions, des questions, des choses. Sabina. Bon, en tant que compositrice de musique visuelle, d'une formation de compositrice, j'ai une condition peut-être de synesthésie. Donc c'est pas évident de faire la division entre ce qui est visuel et ce qui est sonore et musical. Donc déjà, parler de qui a le pouvoir, donc pour moi, l'œuvre multimédia, c'est une unité. C'est un peu comme le fait de se dire on va séparer le visuel
du son, de la musique, c'est un peu comme une approche un peu comme diviser le corps dans le système digestif, le système, etc. Alors que en vrai, c'est une unité, c'est indivisible. Donc comment pouvoir tu parles comment équilibrer cette situation de pouvoir. Moi, je pense qu'en rendant le visuel musical, bon, c'est un terme que ANSES a proposé, à faire musicable ce qui est de domaine de visuel, c'est-à-dire pouvoir traiter ce qui est visuel comme si c'était des éléments avec des paradigmes d'un système de composition. Et donc, au moment où l'artiste qui est en train de s'occuper de visuel, il improvise avec le musicien, qu'il peut suivre les gestes, qu'il a une interface, un instrument auquel il est musicien, mais à la fois il est aussi qui produisent des images. Donc, je pense que c'est la musicalité des images qui puisse, en tout cas, de mon point de vue, dissoudre la barrière entre ce qui a le pouvoir. Donc, c'est la musique qui peut dissoudre ça. Et donc, qu'est-ce que c'est que la musique entre le visuel et le sonore? Enfin, est-ce qu'une partition, elle est la musique? Enfin, on la voit et on l'écoute. Donc, c'est ça. Donc, je pense qu'en rendant musicable le visuel, ça fait partie d'un système ça fait partie du fonctionnement du système musical en soi-même. Donc, c'est là où on peut dissoudre ces barrières et donner du sens au visuel dans cette interdépendance de tout. C'est bien qu'on ne soit pas d'accord. Ouais. Moi, je me demande si la musique, ça n'est pas simplement un peu frustré de ne pas être visuel. Parce que souvent, ce que je vois, c'est qu'on va générer de la musique et c'est cette génération-là qui va moduler la vidéo. Je vois rarement des installations où c'est la vidéo qui module la musique. Alors ça doit exister, mais sans doute. C'est-à-dire qu'elle a toujours besoin de prendre ce pouvoir-là pour dire, voilà, le visuel, on va toujours le voir, c'est naturel, c'est notre corps humain, on a les yeux priment sur les oreilles. Hein. Et donc tout le temps, on se dit, bon, la musique, elle va moduler l'image. Voilà, est-ce que là, il n'y a pas une question à se poser avec ça, justement? Est-ce qu'elle n'a pas besoin toujours de prendre ce pouvoir-là, justement, parce qu'elle n'est pas visuelle? Ouais. C'est peut-être que les musiciens bougent plus vite que les autres. Et donc, il faut qu'eux, ils viennent avant. C'est peut-être seulement ça. Peut-être. Il y a une question de vitesse, là. La vidéo, il y a 30 frames par seconde, par exemple. Un bon batteur peut faire 10 fois autant. Alors, bon, c'est naturel que ce soit la musique qui mène et l'image qui suit, en quelque sorte. Si c'est live, hein, si c'est en temps différé, c'est complètement différent. Dans ce cas-là, on fait du cinéma et c'est l'image qui est roi. Mais quand on est en live, c'est les musiciens qui sont les rois, à mon avis, les reines. Oui, c'est une histoire en effet de temps réel et d'improvisation, je pense, où typiquement par rapport aux technologies, le MIDI, vous en parliez, etc. En fait, déjà dans la topologie du MIDI, il faut un maître et un esclave. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'on est conditionné avec cette notion de pouvoir. C'est que déjà, quand on prend la décision de faire un spectacle multimédia, il faut décider de fait dans la technique ce qui va primer et ce qui va guider, ce qui va être le maître et qui va drainer à tous les esclaves. Et ce terme-là, moi, je le trouve horrible. Et moi, j'ai fait des ciné-concerts il y a longtemps et je faisais l'inverse. Moi, j'étudiais le taux de noir et blanc du film, qui était donc en noir et blanc et qui était basé sur l'utilisation de la lumière, pour commander tous mes filtres. Alors, ça générait pas la musique, hein, ça modulait juste les ouvertures des synthés et des filtres sur les guitares. Et moi, quand je parle d'une histoire de pouvoir, il y a deux choses. Il y a une chose humaine, parce qu'il faut en parler. Hein. On a un groupe de gens qui travaillent ensemble,
Et il y a un moment où machin dit c'est moi le chef. Et vous me faites tous chier. Et effectivement, attendez, on en rigole, mais c'est pas drôle du tout. Hein. Bon, alors c'est facile d'en parler comme ça et de dire voilà, je suis sympa, hein, c'est spirituel, hein, voilà. Mais en fait c'est pas drôle du tout. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, qui n'est pas seulement la chose humaine, c'est ce sur quoi j'insiste avec le concert d'opéra, c'est que il faut accepter le fait qu'on peut raconter des histoires différemment. Et donc, quand on raconte des histoires différemment, on peut raconter, ou même qu'on peut raconter la même histoire différemment, et que raconter la même histoire différemment, et que raconter l'histoire avec des images, raconter l'histoire avec de la musique, ça peut ne pas être la même histoire. Et donc, je suis d'accord avec Sabina quand elle dit on va rendre le visuel musical, ou on va rendre le musical visuel, pourquoi pas, simplement à ce moment-là, on raconte la même histoire. Et c'est ce qui me gêne aussi avec les filtres. Alors pour nous, on peut moduler la manière dont on raconte l'histoire avec la musique, mais à partir du moment où on a quelque chose où la musique va être quelque part, ou l'image, je m'en fous, hein, l'un des deux, va être quelque part, va raconter l'histoire de la même manière, et ben je trouve qu'on perd tout le pouvoir qu'a l'image, tout le pouvoir qu'a la musique. La musique, elle fonctionne sur de la mémoire longue, sur des choses comme ça, alors que l'image est beaucoup plus instantanée. Donc rien que ces choses-là font que... Et l'image, souvent, elle représente quelque chose. La musique, c'est moins évident, c'est plus métaphorique. Hein. Et donc, tout ça fait que... Pourquoi est-ce qu'il faut absolument se dire, ben voilà, ça va coller, alors que non, on peut raconter encore une fois la même histoire différemment. Peut-être même, par exemple, en improvisant de la musique sans même regarder l'image. À la limite. Oui, à la limite. Non, mais à la limite, mais on connaît son histoire. Hein. Je ne veux pas dire qu'il faut. Oui, non, mais... on peut être kitschy à fond. C'est se dire, non seulement je ne regarde pas, mais j'ignore. Moi, j'adore. Hein. Mais même sans être kitschy, en se disant, voilà, j'ai une histoire, j'ai ma BD là. J'ai mon histoire, je suis dans une station spatiale, il y a ça qui se passe, je le sais, et maintenant je mets ça en musique, mais je ne regarde pas les images. Hein. Mais si je mets ça en musique, je ne vais pas forcément faire ce que fait la BD, ou ce que fait votre adaptatrice qui a visiblement fait un truc assez génial, hein, mais qui a sa propre... D'ailleurs, il y a plein de moments où c'est comme ça, finalement. On n'est pas dans la BD, on est plus dans ce que raconte la musique qu'a écrit Vincent en lisant la BD. Donc il a une idée, voilà. Et ça, moi, je ne peux pas vraiment m'en rendre compte, parce qu'en étant interprète, à un moment donné, c'est le spectateur qui va se laisser aller dans toutes ces écritures-là. Mais c'est pas fort... Enfin, moi, je pense que c'est vraiment intéressant de ne pas vouloir dire exactement la même chose. Mais ce qui m'a beaucoup impressionné dans votre processus, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il a lu la BD, il a fait une musique. Si ça se trouve, sa musique est esclave de la BD de manière un peu bête, mais comme de toute façon, c'est pas ça que vous avez fait, il faut que je parle plus fort. Oui, je parle plus fort. Voilà. Alors, donc, j'aime l'opéra, donc la voix. Hein. Alors, oui, donc, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est qu'il a écrit la musique. Si ça se trouve, il a écrit la musique de manière presque séquentielle, mais comme ensuite vous faites autre chose, et ben vous racontez une histoire musicale qui est inspirée par la BD. Et ça, oui, il y a une lutte avec l'image, parce qu'à un moment donné, l'image, elle a forcé la musique à devenir musique de film, c'est-à-dire que j'ai envie qu'à un moment donné, ce break tombe sur une image particulière. Et puis, il y a d'autres moments où on a laissé faire, en fait. On a dit non, mais là, la musique, elle raconte, et puis l'image, elle n'est pas calée sur le tempo ou sur quoi que ce soit de ce qui se passe, quoi. Et ça, c'est difficile à faire de teaser. Hein. On a l'impression que le teaser, il est collé, mais ça, c'est normal. Oui, mais parce qu'il faut qu'on... C'est aussi, dans le but d'être vendeur, il faut que ça donne envie de venir le voir. Là, on ne parle pas de la même chose. C'est hors sujet. C'est pas artistique, un teaser, complètement. Le teaser, c'est hors sujet. Voilà. Pardon. Je pense que c'est pertinent de se questionner techniquement sur la question de mapping. Et voilà, parce que c'est une ressource que c'est utilisée, je pense qu'il a été déjà très exploité. Donc, quand on parle de concerts audiovisuels, il y a toujours des mappings qui sont un peu de transcoding, c'est-à-dire de passer d'un domaine visuel à un domaine auditif, mais de façon juste en scale. Et donc ça, je pense que si dans le mapping, il n'y a pas un aspect créatif,
Donc je pense qu'on est dans le domaine de transcodage, parce que c'est juste comme si c'était... Miller, tu parlais de screensavers. Donc ça donne des choses qui vont être où la musique, elle va toujours avoir le pouvoir, si on va faire un transcoding, par exemple, à des pics d'amplitude sur un effet et que ça se passe comme ça. Donc je pense que la créativité de celui qui peut voir des autres façons de créer ces liens d'interactivité entre le visuel et le musical, ça va libérer un peu ça peut donner de nouvelles propositions esthétiques, à mon avis. Donc, et la créativité dans l'improvisation, je pense que ça peut aussi nous libérer un peu de cette habitude de mapping direct. Voilà. Ouais, moi je pense que c'est tout à l'heure, lors de ta première intervention, moi ça m'a fait penser, c'est comme un rapport entre deux instrumentistes finalement. La manière de composer par rapport à une image, c'est-à-dire de s'imprégner en temps réel de l'image, d'essayer de l'amplifier par le médium du son et de fusionner avec. Je pense que sur scène, c'est ce que tous les musiciens essayent de faire. Et que du coup, il y a forcément un moment où il y en a un qui envoie le signal à l'autre. Et moi, ce que je veux dire par là, c'est que je pense que c'est pas toujours, c'est pas binaire et définitif. Ça peut ne pas arrêter de changer. Et ça me fait penser à l'intervention du début sur l'intelligence artificielle, où ce que tu dis là sur le scale, bah, ce qui est moche en fait là-dedans, c'est que c'est simple. C'est juste, on passe d'un état à un autre. Il n'y a aucune interprétation artistique, comme tu le dis. Il n'y a aucun regard, il n'y a aucun aléatoire. La vie est faite d'aléatoire, la vie est faite de hasard. Donc c'est juste, ouais, pouf, pouf. Et je pense que ça, presque philosophiquement, c'est la relation même du pouvoir. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui tape avec un bâton sur quelqu'un. C'est très simple et binaire. Et juste pour terminer, la démo de l'intelligence artificielle a démontré que pour que ce soit intéressant et pertinent, il fallait qu'il regarde les yeux, qui finalement est un vecteur d'humanité, qui est un vecteur de sensibilité. Et que ça n'avait de sens que lors de cette espèce d'adaptation temps réel à un facteur tout à fait aléatoire et changeant, qui est l'œil et le visage de la personne. Voilà, tout ça pour dire que je pense qu'en fait, c'est juste parce que la technologie est juste à son balbutiement d'emmener de la vie dans tout ça, et que nous autres, on est là, humains, avec nos capacités assez simples, donc de faire, ouais, tu passes de cet état-là qui va commander cet état-là, ok, c'est bon, j'ai calé, c'est fait. Mais après, la justesse espace-temps, paf, c'est une autre dimension, quoi. Je pense. Alors, je voudrais un petit peu proposer, en questionnant le terme de pouvoir, parce que dans le pouvoir, on peut dire qu'il y a un aspect de dominance. Voilà. Il y a un élément artistique qui est vraiment géré, mais il est dominant à partir d'autres. Mais si on pense qu'on va aller, c'est pas de contrôle, pas de mapping, c'est mediation, et même aussi peut-être pas mediation, mais c'est vraiment un système, un delegate de creativity. Ça veut dire, on ne sait pas comment ça va passer avec cette machine. Okay? Sa machine a son propre langue, il a son propre représentation de la monde. Et comme ça, peut-être les gens qui dirigent, ou il y a un musicien qui peut faire les rapports avec cette machine, mais la machine a son propre idée. Et comme ça, je pense, c'est ça l'idée qui est un petit peu dangereuse, mais si on vraiment donne la liberté, déléguer les décisions aussi à la machine, ça, je pense, change le rapport entre aussi différents médias. Parce qu'on peut penser qu'il y a l'improvisation libre, voilà. Il y a aussi l'improvisation structured improvisation. Voilà, alors pour voir un plan, on peut dire, voilà, ce plan force quelque chose. Alors l'idée de pouvoir, c'est le système qui a le pouvoir, mais ce n'est pas chaque élément qui a le pouvoir. Alors comme ça, si on situe, on pense, on établit relation entre les musiques, les images,
l'élément ludique, la narrative, et après on laisse tomber, ça veut dire quelque chose va venir pendant la performance. Et là, je pense que ce sera très intéressant de trouver cette manière de négocier entre tous différents médias. C'est un peu se libérer de ce qui est une approche simple, de faire un mapping qui est très simple. Enfin, au moins, si la personne qui fait l'informatique, il y a un degré de créativité plus haut. C'est pas un mapping juste avec un scale, mais qu'il y a un travail de créativité. C'est plus un algorithme plus approfondi pour faire de génératif, et pas tout simplement. Et là, pourrait te permettre à mon avis, d'avoir une approche plus complexe, plus développée de rapports visuels, musique. Mais, pour moi, c'est comme si la première source d'intelligence artificielle dans la musique, comme je disais tout à l'heure avec Buchla, c'est le noise en fait. Donc le source d'incertitude. Et par exemple, pour humaniser une batterie, on va dire tout simplement qu'à chaque trigger donc, qui va déclencher le son de la batterie, on va définir un SNH, donc c'est un noise, un bruit blanc, qu'on va à chaque fois friser sur un état qui est à l'instant T de la baguette qui touche le truc, et on va dire que de manière aléatoire, ça va appliquer 10% de volume plus ou moins. Et c'est ça, le fait d'humaniser un mapping, par exemple, pourrait tout simplement de mettre du hasard dans chacune des informations générées et de juste être en capacité de dire en quelle proportion ce hasard agit. Ça peut être du 100%, auquel cas, là, pour le coup, c'est absolument imprédictible. Mais ça peut être juste une finesse de 5% qui va juste humaniser un tout petit peu. Bon, voilà. Je trouve ça toujours très, très marrant, l'idée de revenir à des bases simples. C'est comme ça que j'utilise Pure Data. Je trouve ça génial de se dire à un moment, ouais, tu cherches à faire ça, ok, comment tu fais? Les vieux synthés, ils faisaient comment? Un bruit dans un SNH. Et, voilà. Et en fait, première mode d'intelligence, c'est ce qu'on ne peut pas gérer soi-même. Et pour moi, c'est le propre du bruit voilà. Ok. Yes. Mais c'est un truc de synthéman, ça c'est juste parce que je fais du synthé. Hein. Je ne sais pas si je peux peut-être revenir un peu en arrière. Il me semble que ça on m'entend, non? Mais si on regarde un peu l'histoire des rapports entre ce que la musique donne à voir, jusqu'au début du XXe siècle, quand on allait à un concert, évidemment il n'y avait pas d'image, mais ce qu'on voyait c'était les musiciens qui jouaient. Et ça c'était quand même, ça reste évidemment aujourd'hui un vrai spectacle, et on n'avait pas besoin d'autre chose. Et le problème s'est posé, on peut mettre l'orgue à part, parce que justement l'orgue on ne voit pas, l'organiste. Désolé, l'opéra ça existe depuis oui, mais... Alors, non, il faut arrêter, parce que... Et le théâtre musical, ça existe depuis 2000 ans. Oui, mais il y a aussi... Non, mais cette idée que la musique, c'est un truc abstrait, c'est faux. C'est simplement, historiquement, faux. Oui. Je ne veux pas entendre ça, parce que c'est faux. Mais je ne dis pas que l'opéra n'existait pas, je dis juste que la musique existait en dehors de l'opéra. Bien sûr, ben voilà, c'est tout. Elle existait en dehors de l'opéra, mais d'utiliser la musique pour raconter des histoires au théâtre, ça existe au moins depuis la Grèce antique, depuis la Chine il y a 4000 ans, etc. Donc c'est des trucs, je veux dire, cette espèce d'idée que la musique a cette existence. Là, on parle quand même de choses multimédia, où on a des images, justement, et la musique existe avec des images. Alors, effectivement, c'est formidable de voir le musicien jouer, mais non, excusez-moi, mais non. Moi, je veux dire, cette idée que la musique, qu'il y a 100 ans, on ne voyait que des gens qui jouaient, non. Il y avait les trucs de lanterne magique, c'était avec de la musique. Donc, les saltimbanques, c'était avec de la musique. Donc, non, la musique, elle est toujours... Oui, mais je conteste pas ça. Ouais. Je dis juste qu'il y avait de la musique sans images, oui, c'est sûr. Dans les salons, par exemple, et ce qu'on voyait, c'était juste les musiciens qui jouaient, et ça suffisait, finalement.
Alors, le problème, il est venu du jour où d'abord il y a eu des enregistrements, des disques, et puis que les salles sont devenues de plus en plus grandes et on voyait de moins en moins les musiciens. Et à partir de là, on s'est trouvé, à mon avis, face à une sorte de vide et qu'il a fallu combler en mettant des images, des photos. Enfin, quand on écoute des disques chez soi, on regarde la pochette, les photos des musiciens, etc. Et il me semble que quelque part, on comble une sorte de manque qui vient de notre histoire et de notre rapport visuel à des musiciens vivants. Donc aujourd'hui, on est là, et finalement, le fait d'être obligé, d'une certaine manière, de rajouter des images, et une fois de plus, l'opéra, à mon avis, est quelque chose d'à part. Je ne dis pas que ça n'a pas d'importance, je dis juste que c'est à part dans le rapport du visuel à la musique, l'opéra est quelque chose à part. Et donc, on a finalement été obligé de mettre des images, même pour les concerts d'orgue. Aujourd'hui, s'il n'y a pas un écran qui montre l'organiste qu'a priori on ne voit pas et qu'on ne voyait pas jusqu'à il y a 30 ans, et personne ne s'en plaignait, aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, c'est bien qu'on a un manque par rapport à l'absence d'images. Donc, finalement, le fait d'être obligé de rajouter des images, ça nous a obligés, enfin, ça nous a menés, plus exactement, à inventer un nouvel outil créatif, qui est justement l'outil qui fait une relation, qui construit une relation artistique, si l'artiste s'en saisit, entre du son et de l'image. Et moi, par exemple, dans mon travail avec mes photos, moi je triture mes photos, ce qui pour un photographe je sais pas comment dire, mais c'est presque... Enfin, c'est haïssable de triturer ces photos. Et maintenant qu'on fait de l'électronique en live depuis 50 ans, le problématique est encore rajouté parce que là, on ne peut pas voir les moyens de production de la musique parce que ça n'existe pas en physique, quoi. Voilà. Et donc, on a de plus en plus besoin de quelques manières de représenter qu'est-ce qu'on est en train de faire pour créer cette musique-là. C'est vrai. Et c'est un problème pour moi, parce que moi, je m'intéresse plutôt au concert un peu classique, comme tu avais décrit. Et le problème, c'est écouter une musique électronique sans pouvoir à l'intérieur des ordinateurs. Comment est-ce qu'on peut remettre une possibilité de percer ce qui sort des haut-parleurs quand c'est juste de l'électricité? C'est pas évident. Et c'est très intéressant, c'est un problème artistique qui peut mener à des directions très fructueuses, à mon avis. Miller Pocket est un fanat du live coding, je ne savais pas. Non, de live, de production de son. Oui, non, mais bien sûr, non, mais Mais ceci dit, le live spectacle coding, de live coding qu'on a vu hier soir, c'est vachement intéressant. C'est une approche très fructueuse, très intéressante. Parce que là, c'était fascinant de regarder ce qu'il faisait, même si on ne comprenait pas à fond ce qu'il foutait. On avait une idée de quelle sorte d'effort il fallait faire pour faire sortir ce qu'il faisait. C'est une manière d'attaquer le problème. Absolument, non, c'était... C'est une afro-danse, finalement. Aussi, j'ai vu des concerts de musique de Beethoven où normalement il met des écrans. Ça se fait de plus en plus. Il y a des concerts de musique de compositeurs comme ça, d'orchestre. Il y a un écran et je m'interroge si c'est aussi à cause d'une habitude qu'on a de regarder des écrans, plutôt que quand on va écouter déjà un concert, on attend, parce que parler d'un besoin, mais est-ce que c'est une mauvaise habitude aussi en tout cas, une réflexion de pourquoi je vais mettre un écran, d'avoir conscience de pourquoi on le fait. Oui, pour un orchestre, en effet, ça ne semble pas forcément pertinent parce qu'on voit l'intérêt, c'est de... Ce que je pense que dans le ping-pong qu'il y a eu là, entre la base, on voyait un musicien, donc en fait, le fait d'entendre quelque chose a toujours été lié au fait de le voir aussi. En fait, c'est ça que ça dit. Et que, du coup, Monsieur Puckett, par l'ordinateur, en effet... Pas électronique, mais maintenant... Oui, la musique électronique. Ouais, après, moi, un synthé modulaire, je trouve que c'est un peu... Bon, mais oui, pardon. C'est parce que je connais le truc. Oui. Mais en attendant, avec la musique électronique, en effet, on a ce besoin, parce que je pense que tout le monde a ce besoin de raccorder ce qu'il entend à ce qu'il voit. Et donc, l'exercice
du vidging sur du son, et ce que permet MaxMSP avec Jitter, notamment, de générer des images pertinentes en temps réel par rapport à l'électronique, quoi. Et que du coup, par contre, quand il y a déjà les instruments sur scène, c'est vrai que pourquoi rajouter, je suis assez d'accord avec ce que tu disais, mauvaise habitude sûrement. Il y a des endroits où il y a besoin et des endroits où il n'y a peut-être pas besoin. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient intervenir, qui ont des choses à dire, qui ceci, qui cela, dans le public? Il y a des questions. Là-bas. Oui. Là-bas. Ah ouais, alors on n'a pas de sans fil. On n'a pas de sans fil, donc soit vous parlez fort. Oui, Oui. j'essaierai de parler fort. Pavlos, oui. Ça va comme ça? C'est très bien. Parfait. Parfait. Alors, je voudrais reprendre un peu le débat sur la distinction entre l'audio et le visuel, que Sabine a lancé. Et je voudrais interroger si, effectivement, on pourrait dépasser cette pensée aux paramètres. Je pense au mapping, en effet. Alors, si on pourrait dépasser, parce que, comme tu as dit, les deux sont intrinsèquement interliés ou interdépendants, alors peut-être on pourrait faire la délégation de cette relation aux modalités qui sont exclues. Par exemple, ça pourrait être le toucher, ou ça pourrait être l'effort, les mouvements, des paramètres qui sont incorporés, par exemple, embodied. Et je pense ici notamment à Erika Fischer-Lichte, c'est une théâtrologue allemande qui parle sur l'esthétique de présence physique. Elle parle par exemple de façon assez métaphysique d'une circulation d'énergie. Alors est-ce qu'on pourrait développer des nouveaux outils informatiques par rapport aux modalités plus complexes d'un transcoding d'autres ordres? Voilà, c'est la question à vous, comme experte. Par exemple, ça pourrait avoir une application sur les IA multimodales, alors multimodal learning, machine learning. Voilà, alors, une question ouverte. Très intéressant en tous les cas. Ouais, carrément. Alors, est-ce qu'on répond Ou si tu as envie de répondre, vas-y. Mon point de vue, c'est que n'importe quel paramètre, on va appliquer un mapping, donc il n'y a pas un travail créatif, c'est-à-dire d'un algorithme qui est créatif. Donc on est dans la visualisation des données, ou dans le sens inverse, dans la sonification de domaines visuels. Et donc tout est possible, mais la question c'est si on prend de la gestuelle pour visualiser ça, et après il faudra faire un travail créatif sur qu'est-ce qu'on va rendre visuel pour que ce ne soit pas une chose, que ça corresponde vraiment à ce que tu veux dire, raconter artistiquement. Sinon, on va rester, dans mon point de vue, dans la visualisation des données qui est un peu automatique. Donc, je pense que, j'insiste, c'est la créativité qui, pour moi, c'est la réponse pour trouver de la complexité dans les algorithmes. Non, mais la créativité, c'est déjà une forme de choix, en fait. C'est ça que je comprends pas. Oui, ça peut être un choix, mais en tout cas, que ça ne se limite pas à dire « moi, je suis dans telle scale, the range ». Je veux transformer cette range, faire un scale dans un autre range et transposer de la gestuelle dans le visuel, juste ajuster des échelles. Tu vois. Pour moi, c'est simple, mais relatif aussi. Oui, la question serait plutôt si on pourrait dépasser le groupe mathématique de points sur l'audio et sur le visuel et créer un autre groupe ou d'autres paramètres qui sont complexes, sans avoir de mapping à la base. Voilà, ça c'est la question. Si on pourrait vraiment aller au-delà de cette pensée des channels,
voilà, des auditory channels, des visual channels, est pensé parce que, par exemple, il y a d'autres channels pour les toucher, par exemple. Moi, j'ai commencé à penser que peut-être on pourrait développer des paramètres fondés sur les touchés pour l'audio et le visuel en même temps. Et ça sera sans aucun mapping. Après, c'est reverse engineering. Alors, on commence avec les touchés et on va créer les différents channels. Mais, voilà. Oui, mais c'est du mapping quand même, ça. Ça fait 30 ans qu'on parle de mapping. Et c'est compris dans le mot qu'il y a un contrôleur et un contrôlé. Et finalement, on peut penser plutôt des questions de relation entre deux choses dont il n'y a pas un qui contrôle l'autre, ni l'inverse, mais chacun regarde l'autre de façon plus fluide. C'est ça que Gérard Assayag travaille quand il parle des réseaux bayésiens, c'est-à-dire de considérer des processus qui agissent les uns sur les autres, mais de façon non hiérarchique. Et il faut dire que Max et PD, tout c'est unidirectionnel, donc ça mène les gens à faire des mappings, tandis qu'il n'y a aucune nécessité de penser la musique live dans cette langue du tout, à mon avis. Voilà. Et du coup, alors comment on fait pour faire ça? Aller-retour? Il faut travailler. On travaille. Est-ce que ça génère des feedbacks? Juste faire un lien, comme ça ne marche pas. C'est ça. Comme ça, on a un mapping, mais il y a plus que ça dans la musique. Mais il faut composer avant et puis attaquer le logiciel après. Après qu'on a bien pensé les questions des relations et de la causalité. Ça, il faut avoir un modèle dans sa tête avant d'y aller à l'ordinateur réaliser. Sinon, le logiciel te mène à faire des mappings quand il y a peut-être des choses plus souples à expérimenter. Voilà. Il faut toujours éviter de se faire mener par le logiciel. Complètement d'accord. En effet, c'est pour moi la frontière, surtout jamais dépassée quand on travaille avec l'ordinateur. On ne pas se laisser mener, mais... Et surtout avec Max MSP. Oui, coupable. Hein. Oui. Je pense qu'il y a un élément très intéressant ici, c'est cette question de hasard, des questions de bruit. Parce que si on fait le mapping entre les processus génératifs, c'est très difficile. Parce qu'on doit faire le mapping dans la paramètre bayésien, pas sur la data même. C'est quelque chose que le système fait. Ça veut dire c'est quelque chose d'abstract qui fait le mapping. C'est le mapping entre les choses aléatoires, c'est entre les concepts. Alors, je pense, à partir de ça, il y a aussi cet élément très intéressant parce que maintenant, on utilise le monde sonore qui vraiment tous qu'on peut avoir. Je pense que Marc a mentionné la reduced listening. Si on utilise les sons et on découpe les sons de son source, il n'y a pas de signification de son son. Et dans les sons musicaux, tu prends le flûte, tu souffles le brut, il arrive à note. Maintenant, tu souffles un brut, tu arrives à, je ne sais pas, 10 minutes de musique. Ou peut-être quelque chose d'assez complexe. Alors, comment on peut trouver la signification de cette chose? Alors, si on liait ça avec l'image, les deux, maintenant, donnent la raison. C'est ça qui établir les relations entre le visuel, entre les gestural et la musicale, je pense que c'est nécessaire pour comprendre qu'est-ce qui passe dans cette zone qui vraiment est abstracte. On ne peut pas en dire. Alors, je pense que totalité, établir ce type de relation ne fait pas de mapping, mais on délégate les négociations entre les deux. Je pense que ce n'est pas seulement la méthode de production, c'est vraiment quelque chose qui, pour la public et pour le créateur, c'est ça qui vraiment construit la signification de cette multimédia. Voilà, c'est à partir des questions de mapping avec les hasards ou les choses aléatoires. Je pense que c'est vraiment une question très, très profonde. Donc on passe d'une question de mapping à une question de relation, effectivement, qui est beaucoup plus riche.
dans cette relation, il y a effectivement parfois délégation machine avec le hasard. J'essaie de... se pose quand même, je vais revenir à mon truc, se pose quand même l'histoire du pouvoir. Et quand je dis l'histoire du pouvoir, indépendamment, alors là je quitte l'histoire du pouvoir des personnes, l'histoire du pouvoir dans le dispositif qui a le pouvoir, indépendamment des personnes. Et effectivement, créer cette espèce de méta-représentation qui est un système avec des relations complexes entre divers aspects des divers paramètres. C'est aussi un choix parce que il y a un moment où on choisit quel processus va forcément prendre le pas sur tel autre, parce que dans les relations il y a aussi on peut être très optimiste et viser une relation totalement démocratique, mais il y a aussi dans les relations un moment où il y a quelqu'un qui prend la décision, quelque chose. Encore une fois, je ne parle pas de personne, je parle de processus. On parle là de machines, de processus complexes. Il y a un processus qui va à un moment prendre le pas. Et la question que j'aimerais vous poser justement à ce propos-là, c'est, moi je crois encore au fait qu'il y a des fonctionnements différents sur des processus musicaux, sur des processus de langage et sur des processus visuels, et que c'est un peu une utopie qui est intéressante, comme toutes les utopies, j'insiste, de croire qu'il peut y avoir un processus absolu plutôt que des processus parallèles. Mais voilà, ça c'est la chose un petit peu que je... Voilà. Mais j'attends vos réactions. Visiblement, Sabine n'est pas d'accord, je sais, puisque... Moi, je trouve ça beau de tendre vers. Et je trouve que c'est à l'image de comment on considère qu'une société doit... Les utopies sont formidables. Voilà, c'est exactement ça. Et la piste ouverte, en effet, des interconnexions complexes, d'emmener un peu de hasard. Et aussi, il y a la notion de capteur. Vous disiez tout à l'heure... le magnétisme, quelque chose d'assez ésotérique, de réussir à capter ce genre de variation pour remplacer l'aléatoire dans la génération, ce serait génial. Et ce qu'on se rend compte dans l'intelligence artificielle, encore une fois, c'est qu'elle a l'air d'être efficace dès lors qu'elle capte l'œil ou autre chose, le comportement. En fait, j'ai l'impression qu'aussi le fait d'être lié avec son environnement temps réel, c'est une des pistes qui, selon moi, est hyper intéressante. Et je voudrais juste finir sur cette idée d'interconnexion et de faut un maître, un esclave. Même exemple, on met un SNH avec une cadence comme ça et des gates dans Pure Data pour dire la décision vient de l'image, la décision vient de l'audio, et c'est un aléatoire qui fait basculer tout le temps. En fait, on peut tout imaginer pour que ce soit possible d'avoir déjà en fait comme un croquis de comment pourrait fonctionner si on considérait que c'était un vrai orchestre, ces machines, ces différents oscillateurs, et cette image et ce machin, ou que ce serait des gens dans une société, essayer de faire en sorte de maqueter les comportements. Et j'arrête là. Voilà. Mais pourquoi faudrait-il qu'il y ait un contrôle variable plutôt que pas de contrôle, et que chacun raconte son histoire? Parce qu'on parle de données, et qu'en fait, les données, tu es obligé de les... C'est pour ça que moi je pense que le processus absolu, après tout, de mon point de vue, c'est la poésie. Voilà, il ne faut pas oublier que pour moi, tout ça doit rester un acte poétique et un acte où on emmène quelqu'un un spectateur, une foule, dans une émotion qui sera diverse et variée selon les perceptions. Ça va faire plaisir à Shlomo qui, justement, à partir de descriptions poétiques, va créer de la musique ou des images. Donc voilà, alors, on est à un niveau pour l'instant très, très élémentaire, mais il y a cette espèce d'idée de métadescription poétique. Moi, j'ai un petit peu peur que la métadescription poétique, elle ait les mêmes limites que les métadescriptions musicales et les métadescriptions visuelles. Mais bon, voilà. On va retrouver sur les paramètres, le mapping, les relations. Et comme tu dis, c'est toujours le cliché. Voilà. Pardon. Oui, pardon Yann. Oui, Yann Yann, tu es dans l'obscurité. Ah oui, j'ai baissé ma main depuis longtemps. Oui. Non, mais je voulais faire un peu de provoque. Oui. Comme toi, Georges. Et dire qu'il faut avoir peur ni du noir, ni du silence. Et que moi, par exemple, je suis un ardent défenseur d'écouter la musique dans le noir. La perception des sons est tout autre dans le noir. Donc il ne faut pas l'oublier, ça. C'était juste...
Merci de l'hommage. Bon, Il y a une autre question. Oui. Merci pour ces interventions. Le lieu n'est pas neutre. Moi, je suis très content qu'on parle d'IA, de créativité dans un lieu comme ce festival, dans ce village, une usine à créativité. Enfin, je sais pas, j'ai vu un très beau slogan écrit sur l'écran. Et voilà, quoi, quelque chose qui nous emmène vers d'autres lieux que ceux qui sont institués pour parler de recherche. J'ai beaucoup entendu à la radio ces derniers temps Joanne Léandre parler de ses expérimentations avec l'IA et l'improvisation, parce que je crois que c'était le thème central, l'improvisation et l'IA. Et elle parle beaucoup d'une chose, moi, qui m'a marqué, que je trouve extrêmement, alors j'ai employé un gros mot, mais pédagogie. Elle parle du ratage, et que le ratage est un élément important. Enfin, nous, avant d'employer le bug, j'ai beaucoup travaillé personnellement dans le soutien à la production, les résidences. À l'époque, on parlait d'interactivité, qui est un mot apparemment banni, ou à redéfinir très certainement. Et j'aimerais bien savoir, vous, sur le mot ratage, en tant que lieu d'expérimentation, lieu de recherche, qu'est-ce que ça vous apporte ou pas? Est-ce que ça fait partie du protocole de recherche, d'inventivité, de créativité? Pour moi, il me semble extrêmement important et en lien avec la vie. Ouais, carrément. Donc, question ouverte à l'ensemble des participants. Nous, dans la création du spectacle de Kiff, il y a eu plein d'idées au départ, et il y a eu plein de ratés, notamment parce qu'on est parti dans des trucs super compliqués, d'interaction. En fait, il y avait des choses qu'on était en train de créer, il y avait un objectif de départ. Et en fait, il y a eu un petit pouvoir des machines à ce moment-là, c'est que c'était pas des bugs de la machine parce qu'elle en fait jamais vraiment. Ça vient souvent ça venait souvent de nous. Il y a eu beaucoup de moments de mais pourquoi ça marche pas et voilà. Donc il a fallu contourner, dire abandonner, revenir. Et ça revient à ce que tu disais juste avant sur l'émotion en fait, parce qu'on a beaucoup parlé de mapping et de données et d'infos et tout ça, et c'est vrai qu'on fait de l'art et bon, c'est discutable aussi, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions là-dedans et je pense que, enfin je me trompe peut-être, j'ai pas assez creusé, mais je crois que l'émotion c'est un truc qui appartient quand même vraiment à l'humanité et voilà, je pense que c'est pas vraiment discutable par rapport aux machines, mais je me trompe peut-être. Et je pense qu'effectivement, le ratage, c'est ça. Je vais revenir sur... Il y en a plein d'exemples dans le spectacle, mais dans ce qu'on a vu tout à l'heure avec le danseur, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui est dans le noir et qui clignote avec plusieurs plans. L'idée de départ n'était pas du tout celle-là. L'idée de départ part de Yuri, qui avait été voir une expo où il jetait qui était à Bilbao, où il jetait des fluides dans l'air et il y avait juste un flash d'image qui laissait apparaître l'eau dans une certaine forme et on gardait cette image enfin, comme une espèce de photo. Je ne sais pas si je suis très clair. Voilà, il jetait, il y avait juste des flashs et on voyait le fluide dans l'air. Et c'était un peu ça l'idée de départ sur ce plan-là. Et ça a fini sous une toute autre forme, justement en programmant, en bataillant avec des erreurs. Et en fait, au bout d'un moment, à force d'essayer, et je fais le lien avec un peu l'émotion, on s'est regardé, on a dit mais c'est beau non en fait, est-ce qu'on ne garderait pas ça en fait et voilà, il y a une notion de pouvoir, le pouvoir c'est aussi lié à l'émotion, cette sensation un peu particulière, mais on disait tout à l'heure pourquoi on met des écrans, est-ce qu'il y en a vraiment besoin? Je ne sais pas si c'est vraiment un besoin, mais c'est parce que maintenant on peut le faire facilement. Avant, monter un vidéoprojecteur, il n'y en avait pas partout, c'était un budget, c'était lumière, il y avait des gens qui ne savaient pas le faire. Je pense que c'est aussi l'envie de faire du spectacle, l'envie de provoquer des émotions, l'envie de marquer, l'envie de toucher un public et d'être aussi large aussi dans le public qu'on touche et les émotions qu'on provoque, qui nous amène avec tous ces outils à faire des choses, quoi. Et les outils, quand on les manipule, et effectivement, je disais tout à l'heure qu'on était au balbutiement de tout ça. Bon, j'ai l'impression que ce sera un balbutiement permanent, mais parce qu'on pourra toujours aller voir plus loin,
Mais toutes ces possibilités nous donnent envie d'aller les exploiter. Je pense que c'est la curiosité et cette émotion et cette envie de l'humain d'évoluer en permanence qui vont voilà, vers toutes ces formes-là et d'aller les chercher, parce que je crois qu'on a besoin d'évoluer depuis qu'on est tout bébé. On a besoin de se mettre à quatre pattes, d'être debout. Et si on a voilà, parce qu'on voit quelqu'un qui est debout, on a envie de le faire. Et je pense que c'est ça qui nous anime aussi et ce qui est propre à l'humain. Voilà. Juste, vous me permettez, je voudrais énoncer un mot que je n'ai pas entendu, qui me semble avoir du sens dans vos démarches. C'est le mot synesthésie. La synesthésie. Ah, vous l'avez dit, je n'ai pas entendu parler. Il est sorti. Parce que si on se place du point de vue du spectateur et de l'auditeur, comme vous le disiez, qui est par définition complexe, mais avec un corps unique et entier et unifié, à ce moment-là, on a nos canaux de perception qui sont reliés, connectés, unifiés dans une démarche, dans une réalité synesthésique que l'on vit plus ou moins. Mais alors, il n'y a pas de conflit. Il doit y avoir au contraire, quand on écoute et qu'on reçoit ce que vous nous transmettez, sentiment de plaisir, sentiment de bien-être, voire pourquoi pas concours à la santé, et se dire à la fin, je sors de là, tous mes sens ont été activés et j'y ai trouvé un accord, une justesse, une harmonie. Voilà. Je voulais simplement, si ça a été évoqué, tant mieux. Je crois qu'étant donné qu'il est l'heure, nous allons nous arrêter. Je remercie tous les participants et tout le public, surtout parce que c'est vous qui avez le plus subi. Et donc, je vous souhaite une bonne après-midi et merci. Merci.